Bon, eh bien, nous allons commencer cette réunion de commission. Donc, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, auditionne aujourd'hui M. Philippe Yvain, dont le renouvellement au poste de président du directoire de la Société du Grand Paris est proposé par le président de la République. Nous avions auditionné M. Yvain le 11 février 2014, avant qu'il soit nommé au titre de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui prévoit l'audition des candidats par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bien qu'il ait été nommé par décret du 20 février 2014, le mandat de M. Yvain expire le 23 septembre prochain, car il poursuit celui de son prédécesseur. Le conseil de surveillance de la SGP a émis le 10 juillet dernier un avis favorable au renouvellement du mandat de M. Philippe Yvain. Et je rappelle que cette audition n'entre pas dans le cadre de l'article 13 de la Constitution et ne sera donc pas suivie d'un vote. L'audition au Sénat aura lieu demain. Donc je pense que c'est l'occasion pour M. Yvain de faire un bilan de sa première année, un petit peu plus, de mandat. Il ne manquera pas, je pense, d'aborder les problèmes de financement, de la Société Grand Paris, de la dotation en capital donc, qui doit être faite, d'évoquer sûrement les moyens dont dispose aujourd'hui la SGP et de parler de l'évolution donc, de l'établissement public compte tenu de la création donc, du projet de métropole de Paris. Mais les parlementaires qui sont ici présents ne manqueront pas, bien entendu, de préciser toutes ces questions si M. Philippe Yvain n'y répondait pas, dans le cadre de sa première présentation présentation qu'il va faire dans quelques instants, et je vais donc dès maintenant lui passer la parole. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, depuis ma précédente audition devant vous, le 11 février 2014, et ma prise de fonction le 21 février suivant, je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que la mise en œuvre du Grand Paris Express s'est poursuivie sur un rythme soutenu. Lors de 2 comités interministériels consacrés au Grand Paris, le 13 octobre 2014 et le 14 avril 2015, le Premier ministre a confirmé la feuille de route de la Société du Grand Paris et demandé en outre que les liaisons entre Paris et les aéroports, ainsi que la desserte du plateau de Saclay, soient accélérées et avancées à 2024. Dans le même temps, plusieurs évolutions législatives et réglementaires ont accompagné la réalisation du projet. Tout d'abord, la mise en œuvre des dispositions de la loi du 27 juillet 2014 qui prévoit les modalités d'association du syndicat des transports d'Île-de-France au stade de l'approbation des dossiers d'enquête publique et des avant-projets. Je rappelle aussi que les dossiers d'enquête publique sont soumis à l'autorité environnementale et au commissariat général à l'investissement qui procède pour chacun d'entre eux à une contre-expertise socio-économique. Ensuite, les dispositions de l'ordonnance du 26 juin 2014 qui a permis à la Société du Grand Paris de contribuer au financement du plan de mobilisation régionale. Plusieurs décisions de financement pour un montant total de 455 millions d'euros ont depuis lors été approuvées par notre Conseil de surveillance pour contribuer au financement de la modernisation des RER, notamment le RER E à l'ouest, du prolongement des lignes 11 et 14 du métro. Ce sont au total, je le rappelle, 2,450 milliards qui doivent être consacrés au financement du plan de mobilisation des transports par la Société du Grand Paris. De plus, le Parlement a depuis adopté plusieurs dispositions, mettant en place tout d'abord une procédure de révision du schéma d'ensemble du Grand Paris, tel qu'il avait été adopté par la loi du 3 juin 2010, modifiant le régime des tréfonds, qui est une disposition extrêmement importante qui va grandement faciliter la réalisation du projet, puisque nous ne serons plus obligés d'acheter
les tréfonds donc en sous-sol, mais simplement de pouvoir indemniser a posteriori les propriétaires à partir du moment où la déclaration d'utilité publique aura été obtenue. Cette disposition a été votée dans la loi transition énergétique et nous attendons très prochainement le premier décret d'application de manière à pouvoir utiliser ces dispositions. Enfin, vous avez, dans la loi dite Macron, étendu les compétences de la société en lui permettant désormais d'établir et de gérer les réseaux de communication électronique, ce qui devrait générer à terme des ressources supplémentaires significatives pour la société. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez la carte du réseau qui vous permettra de suivre mes explications. Tout d'abord, première ligne, la ligne 15 Sud, entre Boulogne-Billancourt et Noisy-Champs, qui représente 33 km et 16 gares nouvelles, sera la première ligne mise en service à l'horizon de la fin 2022. Sa déclaration d'utilité publique a été prononcée le 24 décembre 2014 et le Conseil de surveillance de la société a approuvé le 10 juillet dernier le dossier d'investissement actualisé tenant compte des études d'avant-projet. Les premiers travaux ont commencé depuis le printemps sur l'ensemble des gares de cette ligne et les permis de construire des gares, justement, vont être déposés régulièrement au cours des prochains mois. Les travaux de génie civil des tunnels seront engagés à la fin de l'année 2016. À l'occasion de ces premiers travaux, nous mettons en place des comités de suivi de chantier avec les villes et les riverains afin de poursuivre la concertation que nous avons engagée depuis de nombreux mois. Et nous allons développer, dans le cadre d'une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, des actions de soutien aux commerçants impactés par les travaux. La deuxième ligne, la ligne 16, donc 25 km, qui relie Champigny à Saint-Denis-Pleyel, a fait l'objet d'un avis favorable à l'issue de l'enquête publique. Le dossier vient d'être transmis au Conseil d'État et nous attendons la déclaration d'utilité publique pour la fin 2015. Le dossier d'investissement a été approuvé en juillet 2014 pour une somme de 3,320 milliards d'euros. Les études avancent à un rythme très soutenu et il faut souligner que les données géologiques sont extrêmement importantes pour cette ligne puisque sur ce territoire, le sous-sol recèle de nombreuses carrières de gypse. Cette ligne revêt évidemment une importance toute particulière dans le cadre de la candidature de la France aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, puisque sa mise en service est prévue pour la fin 2023. Troisième ligne, la ligne 14, qui fait l'objet d'un prolongement à partir de Paris jusqu'à la gare d'Orly. L'enquête publique s'est déroulée le printemps dernier et n'a pas soulevé de difficultés particulières. Cette ligne 14, tout comme d'ailleurs la ligne 17 qui dessert l'aéroport de Roissy, traverse des territoires à très fort potentiel de développement économique et représente donc un intérêt stratégique majeur pour l'attractivité de l'Île-de-France. Nous avons délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux à la RATP, qui est l'exploitant actuel de la ligne, sauf pour la gare d'Orly, puisque ce sera l'aéroport de Paris qui réalisera cette gare. Le Conseil de surveillance de la société a approuvé le dossier d'investissement de cette ligne le 10 juillet dernier pour une somme de 2,140 milliards d'euros et sa mise en service est prévue pour le premier semestre 2024. Quatrième tronçon, la ligne 15 Ouest, qui traverse les Hauts-de-Seine entre Boulogne et Saint-Denis-Pleyel, fait l'objet d'une enquête publique qui commence dans les tout prochains jours, puisqu'elle commence le 21 septembre prochain jusqu'au 29 octobre. Cette ligne qui compte 20 km et comporte 11 gares sera mise en service en deux temps, tout d'abord en 2025 à Nanterre et ensuite en 2027 à Saint-Denis-Pleyel. Là aussi, le Conseil de surveillance a approuvé l'investissement de cette ligne le 10 juillet dernier pour un montant de 3,15 milliards d'euros. La concertation vient de s'achever sur la ligne 18 qui traverse le plateau de Saclay. 35 km, 9 gares. Ce cluster de la recherche et de l'enseignement supérieur représente un enjeu national capital, comme vous le savez tous, et nous ne pouvons à cet égard que nous réjouir de la première rentrée de la nouvelle université Paris-Saclay, qui vient d'intervenir avec ses 10 000 enseignants, ses 60 000 étudiants, dont l'ambition affichée est de figurer dans le haut des classements internationaux.
Le tracé de cette ligne, qui est en partie en viaduc, nécessite évidemment une parfaite insertion paysagère et c'est pourquoi un concours d'architecture spécifique international a été lancé pour réaliser cet ouvrage. La mise en service de cette ligne 18 est prévue en 2024 pour sa partie Orly-Saclay et en 2030 pour la partie Saclay-Versailles. Le coût de cette ligne est estimé à 2,730 milliards d'euros et l'enquête publique aura lieu au début de l'année 2016. La ligne 17 Nord, quant à elle, pour 27 km et 9 gares, rejoint Le Bourget à Roissy, jusqu'au Ménil-Amelot ensuite, et sera également en partie en viaduc. Ce sont les deux parties en viaduc de l'ensemble du Grand Paris Express, le reste étant en souterrain. Et un concours d'architecture va également être organisé pour ce viaduc. La mise en service de cette ligne est prévue en 2024 et l'enquête publique sera également réalisée en début d'année 2016. Son coût d'objectif est aujourd'hui de 2,546 milliards d'euros. Conformément à la décision du gouvernement, le site de maintenance pour les lignes 16 et 17, qui était autrefois prévu à Gonesse, sera finalement implanté sur les terrains des anciennes usines Peugeot à Aulnay-sous-Bois. Enfin, dernier tronçon, la ligne 15 Est, 23 km, 10 gares, dont la Société du Grand Paris a repris la maîtrise d'ouvrage au syndicat des transports d'Île-de-France depuis février 2015, reliera Saint-Denis-Pleyel à Champigny, en desservant la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Sa réalisation est prévue en 2 temps, tout d'abord jusqu'à Rosny-sous-Bois et ensuite jusqu'à Champigny, et son coût est estimé à 3,179 milliards d'euros. L'enquête publique se déroulera là aussi au premier semestre 2016. Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris devrait approuver les 3 derniers dossiers d'investissement, ceux des lignes 17 Nord, 18 et 15 Est, lors du prochain conseil de surveillance en novembre, de façon à ce que l'ensemble du projet puisse être engagé avant la fin de l'année 2015. Toutes les enquêtes publiques seront réalisées d'ici la fin du premier semestre 2016. Nous avons aussi, durant ces derniers mois, consolidé le financement du projet. Compte tenu de l'avancement des études et des travaux et des versements de la société au plan de mobilisation de la région, il est vraisemblable que nous devrions commencer à emprunter en 2017. C'est pourquoi nous avons conclu 2 accords de prêt, le premier avec la Caisse des dépôts et consignations sur le fonds d'épargne pour 4 milliards d'euros, dont une première enveloppe d'1 milliard d'euros au titre de la croissance verte. Le second, d'un montant d'1 milliard d'euros également, avec la Banque européenne d'investissement. Sous réserve de l'approbation ultérieure du Conseil de direction de la Banque européenne d'investissement, celle-ci devrait intervenir à la même hauteur que la Caisse des dépôts et consignations pour les 2 premières lignes, donc pour un montant total d'environ 9 milliards d'euros. Par ailleurs, je signale que la Commission européenne vient d'attribuer à la Société du Grand Paris une subvention de 31 millions d'euros au titre du mécanisme européen d'interconnexion pour financer les études des lignes 14, 17 et 18. L'objectif de ce nouveau programme européen étant de promouvoir des liaisons plus efficaces entre le cœur des agglomérations et les liaisons internationales comme les aéroports et les lignes ferrées à grande vitesse. Vous le savez, le Grand Paris Express, c'est évidemment un grand projet de métro, mais c'est aussi une formidable opportunité pour porter de nouvelles ambitions en matière d'environnement, d'aménagement, de développement économique et numérique, comme en matière d'emploi. L'intermodalité et les interconnexions, tout d'abord. Les interconnexions, le maillage entre les lignes de transport existantes et les lignes en projet, les lignes nouvelles, constitue un enjeu majeur pour la réussite du Grand Paris Express. Par exemple, toutes les gares de la ligne 15 Sud, les 16 gares, assureront une correspondance avec le réseau lourd ou avec une ligne de surface structurante comme un tramway. Le tronçon sera ainsi maillé avec l'ensemble des lignes radiales de transport en commun qui arrivent sur Paris. Pour assurer une interconnexion optimisée entre les différents réseaux, les études de conception des gares ont été menées en lien étroit avec les opérateurs de transport concernés et bien entendu au premier chef la RATP et RFF en associant le syndicat des transports d'Île-de-France. Réciproquement, les opérateurs mènent les projets d'adaptation de leurs gares et stations
qui seront financés par la Société du Grand Paris, mais aussi, et c'est un point important de consolidation du projet, par les crédits mobilisés dans le cadre du contrat de plan État-région qui vient d'être signé par l'État et la région Île-de-France. Au-delà, les études doivent se poursuivre afin que le plus grand nombre possible de franciliens et de salariés des départements voisins de l'Île-de-France qui empruntent chaque jour les Transiliens aient demain une correspondance avec le Grand Paris Express. Autour des 68 gares de ce projet, l'intermodalité constitue un enjeu majeur afin de répondre aux exigences de notre 21e siècle, c'est-à-dire une intermodalité numérique et électrique. Au-delà de la réorganisation des réseaux de bus, le voyageur de demain sur le Grand Paris Express pourra, grâce à un réseau fluide et à une tarification intégrée, effectuer facilement son dernier kilomètre en vélo, en véhicule électrique ou en bus. À cet effet, il est tout à fait essentiel de bien travailler les espaces publics autour des gares. La Société du Grand Paris leur accorde une très grande attention et a donc décidé de doter chaque projet de gare d'une enveloppe de 100 000 € afin de permettre la réalisation d'études sous l'égide des collectivités locales destinées à mettre en place une intermodalité de qualité. Sur la dimension environnementale du projet, il nous faut considérer 3 aspects principalement, étant entendu que le développement durable est sous-jacent à l'intégralité du projet. La gestion environnementale des chantiers, bien entendu, la gestion de l'énergie et la gestion des déblais. Sur ce dernier point, l'ambition de la Société du Grand Paris se développe autour de 3 objectifs. Traçabilité, transport alternatif, valorisation. Assurer la traçabilité totale des déblais du Grand Paris Express constitue une grande première pour un chantier de cette envergure. Dès lors, il sera possible de suivre précisément le cheminement des déblais depuis leur extraction jusqu'au moment de leur traitement final. Il s'agira également de développer au maximum des moyens alternatifs à la route pour acheminer ces déblais. Des négociations ont pour cela été engagées très en amont avec Port de Paris et Réseau ferré de France. Pour la ligne 15 Sud, donc notre première ligne, 2 plateformes ferroviaires sont d'ores et déjà prévues, l'une à Issy-Vanves-Clamart, l'autre à Champigny. La Seine sera également empruntée, 2 plateformes fluviales sont prévues à Sèvres et à Vitry, de même que les canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis. Concernant la valorisation des déblais, il faut savoir que le chantier générera environ 43 millions de tonnes de déblais, ce qui représente certes une contrainte, mais peut être également demain une opportunité économique grâce au développement de filières de valorisation avec l'ensemble des industriels du bâtiment et des travaux publics, ainsi que des filières de recyclage. Le tri ne pouvant pas toujours se faire immédiatement sur le chantier, des plateformes de transit seront créées pour assurer ce tri en vue de la valorisation des déblais. Par ailleurs, un travail est mené avec l'Association des maires d'Île-de-France pour permettre l'utilisation du déblai du Grand Paris Express pour des aménagements paysagers. Plusieurs maires ont d'ores et déjà fait part de leur souhait d'accueillir des terres propres bien sûr, qui représentent environ 45% des déblais pour réaliser de tels aménagements paysagers. L'idée est donc de mettre en place un cycle complet de traitement et de valorisation des déblais qui aille bien au-delà du stockage traditionnel. Sur la question de l'énergie, plusieurs approches sont envisagées. D'abord, une approche technologique, bien entendu, avec de nouveaux matériels consommant beaucoup moins d'énergie, mais aussi avec la récupération d'énergie via la chaleur produite dans les gares. Les dernières études montrent que les travaux de génie civil de 5 des 16 gares de la ligne 15 Sud pourront ainsi être mis à profit pour le déploiement d'installations de géothermie qui bénéficieront au fonctionnement des gares elles-mêmes ainsi qu'aux quartiers alentours. Le projet numérique, il figure également parmi les priorités de la Société du Grand Paris qui a pour ambition de créer le métro le plus digital du monde. Il s'agira d'assurer une couverture totale du réseau en téléphonie mobile et Internet qui permettent le développement de nouveaux services sur le réseau et dans les gares.
Nous travaillons également à la possibilité d'implanter des data centers dans certaines des futures gares de façon à participer à la stratégie d'aménagement numérique du territoire francilien. La construction de logements. La Société du Grand Paris sera attentive sur son propre foncier afin de développer des programmes de logement dans le cadre d'opérations connexes sur les gares. C'est déjà le cas sur la ligne 15 Sud où des appels d'offres ont été lancés avec les villes de Créteil, Bagneux, Issy-les-Moulineaux pour la construction de logements au droit des gares. Des démarches analogues seront poursuivies avec les autres villes. Au-delà de la construction de logements sur le foncier de la Société du Grand Paris et des villes, au-dessus ou à proximité immédiate des gares, l'enjeu est bien de rentabiliser au mieux cet investissement public majeur que représente le Grand Paris Express pour faire naître d'ambitieux projets urbains. Ainsi, si on considère un rayon d'intervention de 800 mètres autour des gares, ce sont 140 km², soit plus que la surface de Paris intramuros, qui pourraient faire l'objet d'opérations de renouvellement urbain et de construction de logements d'envergure. Notre projet culturel, si tous les métros du monde ont une histoire culturelle, l'ambition de la Société du Grand Paris est d'aller au-delà de la simple commande artistique pour les stations du métro en valorisant tout au long du chantier les ressources qui existent sur le territoire francilien. 250 équipements ont déjà été repérés autour des 68 gares du Grand Paris Express afin d'associer les franciliens à ce grand chantier. Associer les franciliens et les jeunes en particulier qui seront les premiers usagers de ce nouveau réseau de transport. C'est pourquoi la Société du Grand Paris va accorder une attention soutenue à l'offre de formation et d'emploi, en particulier des formations en alternance pour les jeunes tout au long des travaux. Des clauses d'insertion ambitieuses seront ainsi mises en œuvre dans tous les marchés de la société et une action conjointe développée avec les nouveaux territoires de la métropole du Grand Paris et les communautés d'agglomération en Grande Couronne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Grand Paris Express sera un projet innovant. Innovation technologique, en renouvelant les méthodes constructives, en assurant un suivi des travaux souterrains grâce à l'interférométrie par satellite et à la fibre optique, en utilisant de nouveaux matériaux. Innovation environnementale, en abaissant le bilan carbone des chantiers, en optimisant les compensations écologiques et en faisant de la gestion des déblais une véritable opportunité économique. Innovation sociale enfin, en développant la participation citoyenne, en faisant des gares des espaces de travail partagés et de création culturelle, en développant l'intermodalité électrique comme les usages et services numériques. C'est pourquoi je suis convaincu que la réalisation du Grand Paris Express constitue une chance pour les entreprises françaises. Je crois que ce grand projet constitue un enjeu majeur pour l'exportation. L'Union internationale des transports publics prévoit que le nombre de kilomètres de métro automatique dans le monde va être multiplié par 6 dans les 10 ans qui viennent. C'est une occasion à ne pas laisser passer, non seulement pour les sociétés d'ingénierie, non seulement pour nos champions de l'exploitation du métro, non seulement pour nos entreprises de travaux publics et de services urbains, mais bien au-delà pour proposer un modèle français de la ville intelligente et durable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais maintenant passer la parole au représentant des groupes, Alexis Bachelet, pour le groupe SRC. Alexis, sachant que vous avez 4-5 minutes, j'annonce... Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous annoncez la couleur. 4-5 minutes. Et oui, parce que... Oui, Alexis. On va essayer de tenir. Non, d'abord, vous remercier, Monsieur le Président, pour cette présentation qui a, pour ma part, coché pas mal de cases et pas mal de questions que je souhaitais vous poser. Je dois dire que si on additionne la présentation que vous avez faite de façon assez synthétique avec le rapport d'activité que vous nous avez envoyé et dont je tiens à dire qu'il a, pour moi, beaucoup de vertus parce que je le trouve très complet et très bien présenté, très moderne dans sa présentation. Et croyez bien que ce n'est pas un compliment usurpé parce qu'on en reçoit énormément et que enfin, tous les collègues reçoivent énormément de rapports d'activité de moult groupes, entreprises et projets. Et je dois dire que quand on compare avec d'autres rapports du même type,
on a vraiment envie de lire et qu'en le lisant, on découvre, on apprend des choses. Voilà, c'est pas toujours le cas. Donc je tenais à le dire et c'est vrai que pour les collègues qui n'auraient pas eu l'occasion de le faire, je les invite vraiment à prendre le temps de la lecture de ce document qui est vraiment utile à la compréhension de l'avancement du projet. Et je voudrais revenir, moi, sur 2 ou 3 points, justement, qui m'ont intéressé dans le rapport et sur lesquels, d'abord, j'ai une remarque. La remarque que je fais, c'est que vous avez déjà projeté le projet dans un espace qui est plus vaste que le Grand Paris de la métropole, puisque vous comparez dans le rapport Paris à Londres et à New York, mais en prenant non pas l'échelle des 4 départements de la métropole, actuellement en train d'être élaborée, mais bien la région entière. Et en fait, on se rend compte, et c'est très intéressant, en lisant les indicateurs, que pour être à égalité ou rivaliser dans les villes-mondes, dans la compétition des villes-mondes, en fait, il faut être à l'échelle de la région. Et les indicateurs que vous nous donnez en termes d'emploi, en termes de population, en termes de PIB, richesse et par tête, sont tout à fait éclairants de ce point de vue-là. Et je dois dire que ça nous fait aussi réfléchir par rapport aux autres débats sur la réforme territoriale. Ça, c'était ma remarque qui est purement, je dirais, formelle. Après, moi, je souhaiterais que vous reveniez, mais vous l'avez fait, mais peut-être revenir quand même de façon plus précise sur une question qui nous intéresse, et je pense aussi qu'Yves Barello aurait envie de vous poser la même question. C'est concrètement, est-ce qu'on est en mesure de tenir les délais par rapport aux liens avec les aéroports, y compris dans la perspective des JO. Enfin, même, j'ai envie de dire, avec ou sans les JO. Finalement, le gouvernement, avec, parce que c'est ce qu'on souhaite. Paris, je crois qu'aujourd'hui, c'est le dépôt, c'est la date limite de dépôt de la lettre de candidature, mais elle a déjà été envoyée par la ville de Paris pour être candidat à l'organisation de ces Jeux Olympiques en 2024. Mais au fond, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est capable d'accélérer et de tenir des engagements, étant entendu que ce qu'on a plutôt vu sur tous les grands projets d'infrastructure, certes celui-là est exceptionnel par l'ampleur budgétaire et le nombre de kilomètres d'infrastructure, le nombre de gares. Néanmoins, que ce soit sur les prolongations de métro précédentes, que ce soit sur les tramways, on a toujours eu, et même y compris sur la ligne 14, vous le savez, on avait eu, bon, certes, un délai annoncé relativement court, dont on savait qu'il serait probablement pas tenu, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et comment est-ce que vous gérez cette contrainte? Et est-ce que finalement, vous avez des garanties, maintenant, en 2015, d'être en capacité de tenir la mise en activité, la mise en service de ces liaisons avec les aéroports pour 2024, ce qui est notre souhait, mais quand même, on a des questions. Autre sujet, et vous l'avez abordé aussi, et je souhaite y revenir, mais ça sera ma dernière question, Monsieur le Président Chanteguet. Donc après, je pense qu'il y a d'autres collègues, et notamment Yves Barello, avec qui nous avons longuement travaillé sur ce dossier, aura d'autres questions en complément. Mais vous avez dit que c'était l'équivalent de la ville de Paris, intramuros, en matière de foncier libéré, disponible ou à réurbaniser, puisqu'il y a des terrains qui sont appelés à muter autour des gares. Et moi, je lisais dans votre rapport une phrase magnifique, mais qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres documents. Le désenclavement des quartiers populaires permettra d'y construire des logements diversifiés et d'y améliorer la mixité sociale. Et quand je dis les quartiers populaires, on pourrait rajouter les quartiers concernés par l'arrivée du métro, mais il est vrai qu'on a réussi à tenir aussi le désenclavement des quartiers, ce dont je me félicite. Mais quand j'entends certains discours, et je ne suis pas dans n'importe quel département, je suis dans le département des Hauts-de-Seine, où on nous explique que, compte tenu des prix du foncier, construire une mixité sociale avec du logement social, du logement à prix maîtrisé, de l'accession, etc., c'est peut-être pas possible. Ou en tout cas qu'on ne pourra pas en faire autant que ce que voudrait l'État, la région et surtout les habitants. Et donc je me dis, comment la SGP aborde-t-elle ce sujet, étant entendu qu'elle a des interlocuteurs qui sont parfois durs en affaires, à savoir les maires ou les bailleurs sociaux ou des promoteurs. Est-ce que vous avez déjà, alors je suppose que vous n'allez peut-être pas nous dévoiler toutes vos stratégies, mais au moins, est-ce que vous êtes conscient d'ailleurs de cette difficulté et est-ce que vous pensez avoir les moyens de la surmonter? Merci. Étant rappelé à l'ordre, merci Alexis. Yves Barello pour le groupe Les Républicains. Yves. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président du Directoire. Pour rebondir sur les propos tenus par Alexis, lorsque vous nous avez distribué la première carte, Monsieur le Président, on a déjà pris 5 ans. La dernière carte s'arrêtait à 2025, on est passé à 2030. Mais je vais y revenir au cours de mon
mon interview. Vous avez été nommé, Monsieur le Président Philippe Yvain, en février 2014, président du directoire de la Société du Grand Paris, en succédant, je voudrais les rappeler parce qu'ils ont aussi beaucoup œuvré pour cette société, Marc Véron et Étienne Guyot. Quel bilan, Monsieur le Président, tirez-vous de cette première année de management au sein de la SGP, hein, les équipes, les hommes, etc. Ma deuxième question concerne l'inauguration que nous avons faite ensemble, tout récemment, mercredi dernier. Nous avons inauguré le tunnelier du prolongement de la ligne 14, qui est la véritable épine dorsale ou la colonne vertébrale du Grand Paris, entre Pont-Cardinet et la mairie de Saint-Ouen. Cette opération programmée a pris 2 années de retard. 2 années de retard. N'êtes-vous pas inquiet des conséquences de ce dérapage par rapport aux prévisions initiales ? Pour mémoire, je rappelle simplement que la loi a été votée le 3 juin 2010 et que les premiers travaux ont lieu 5 ans après. Troisième question. Dans votre dernière plaquette, qui est effectivement très réalisée, investissement pour le XXIe siècle, vous reconnaissez que l'accès aux plateformes aéroportuaires, et ça a été rappelé, doit être amélioré et que le Grand Paris Express y contribuera dès 2024. Le Charles de Gaulle Express est-il un concurrent pour vous ? C'est une question. Quatrièmement, en matière de financement, vous l'avez évoqué également, les travaux du premier tronçon de la ligne 15 sud, Pont-de-Sèvres-Noisy-Champs, sont estimés à plus ou moins 6 milliards d'euros. Vous l'avez cité tout à l'heure. Pouvez-vous nous confirmer l'engagement de la Caisse des dépôts à hauteur de 4 milliards d'euros ? Pouvez-vous nous confirmer la participation de la Banque européenne d'investissement à hauteur d'1 milliard d'euros ? Enfin, est-il toujours d'actualité, et le Président le rappelait tout à l'heure, de doter la Société du Grand Paris d'un capital de 4 milliards d'euros tel que c'était prévu à l'origine pour qu'elle puisse emprunter à terme sur le marché international ? Et enfin, qu'en est-il de l'emprunt Juncker ? Est-ce que la SGP a déposé un dossier pour l'emprunt Juncker, l'emprunt européen ? Ma cinquième question concerne le prix du foncier. Là aussi, ça a été abordé. La Société du Grand Paris a pris l'initiative de créer un observatoire du prix du foncier. À ce jour, avez-vous des éléments d'information nous permettant de constater une évolution du prix du foncier liée à cette opération d'aménagement ? Intéressant de le savoir, avec le recul du temps. Ma sixième question, et j'ai encore le temps, à 2 minutes 52, en matière de géothermie, des chercheurs d'Efficacity travaillent actuellement sur la récupération d'énergie géothermique. Hein, c'est l'énergie fatale, comme on dit. Avez-vous des informations beaucoup plus précises sur l'état d'avancement de leurs travaux ? Enfin, ma dernière question, donc vous voyez, j'aurais été beaucoup plus synthétique qu'Alexis, peut-être un peu redondante. La France a fait acte de candidature aux Jeux Olympiques de 2025 et elle déposera probablement l'année prochaine sa candidature au Bureau international des expositions pour l'exposition de 2025. Ça a été également rappelé. Êtes-vous sûr d'être au rendez-vous ? Alors, je ne parle pas de vous, Monsieur le Président. Je parle de la Société du Grand Paris. Je vous remercie de vos réponses. Merci beaucoup. Yannick Favennec, non. Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président directeur général, merci de votre présentation. Et mon propos risque de se démarquer par rapport à ce qu'ont dit Alexis et mon collègue précédent, parce que je ne suis pas, moi, au cœur de la problématique parisien. Je suis aux franges et j'aimerais vous rappeler que l'article 1 de la loi 2010 prévoit que le réseau de transport est étroitement interconnecté avec le réseau préexistant. Il précise qu'il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables avec chacune des régions de la France continentale et éviter les engorgements que constituent les transits par la région Île-de-France. Alors, vous l'avez cité dans votre propos, c'est très intéressant, mais d'une manière très concrète. Comment se feront les interconnexions entre les nouveaux réseaux et les anciens, particulièrement les réseaux Est et les réseaux Nord ? Existe-t-il déjà une carte précise ? Et puis, vous avez parlé bien sûr du Charles de Gaulle Express, et c'est pour nous le développement de l'Est de notre région, de Roissy-Picardie, gare de l'Est de Roissy, comment ça se met en œuvre, et nous y sommes très attentifs. Alors, je vous ai déjà posé cette question, à savoir comment est-ce qu'il y a une concertation qui existe avec ces territoires périphériques que sont le département de l'Aisne et la région Picardie. Parce que pour nous, c'est essentiel. Vous avez dit dans votre propos, tous les Franciliens
doivent avoir une correspondance avec le Grand Paris Express. Où, quand, comment? Sur la ligne 16, je voudrais savoir est-ce qu'il est prévu quelque chose autour d'une interconnexion avec Shell. Donc, dans ma circonscription, 5000 habitants prennent le train tous les jours. Et donc, ils se retrouvent ou gare de l'Est ou gare du Nord. Donc, vous comprendrez que nous sommes quand même très attentifs à ce projet, parce que les difficultés, c'est pas, ça a été dit par Alexis, c'est pas seulement le projet de l'Île-de-France, ça ne doit pas être seulement le projet de la capitale mondiale, ça devrait être le projet de la France également. Et je ne le sens pas forcément à travers votre expression. Ça ne vous concerne pas directement, mais je veux le dire, parce qu'il y a un tel malaise dans nos communes rurales aujourd'hui qu'il y a tant de désespérance, et le transport, et le coût du transport en est un. Savez-vous, pour un abonné qui bénéficie pourtant du Picardie Pass à Château-Thierry, avec une participation financière de la région de 70 €, paye 180 € pour venir à Paris, alors que s'il était dans l'Île-de-France, il paierait 70 € pour circuler partout. Donc, vous n'êtes pas concerné directement, mais je veux le dire parce que je ne vais pas manquer d'intervenir sur ce sujet-là. Donc, monsieur le président directeur général, moi je souhaiterais qu'on puisse faire un point avec mes collègues axonais pour vraiment voir si les territoires qui sont aux franges sont vraiment concernés comme nous le pensons, parce que c'est indispensable du développement global de la France, et nous avons le sentiment que nous sommes écartés par ce grand projet qui doit nous mobiliser tous. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Marie Sermier. Monsieur le Président, merci de votre explication et de nous donner l'état d'avancement de cet énorme chantier qui fait l'unanimité des majorités successives. Alors, vous avez beaucoup parlé d'intermodalité. Vous avez évoqué, je crois, tous les moyens de transport, le métro, le train, le TGV, le car, le bus, le tramway, les avions avec les aéroports. Vous avez même évoqué le port parisien, plutôt pour évacuer donc les déblais de cet énorme chantier. Mais vous n'avez jamais cité le mot automobile. Or, pour revenir à ce que disait mon collègue immédiatement, ce qui semble important, c'est de permettre aussi aux Français de pouvoir arriver sur Paris, rentrer sur Paris et utiliser les différents moyens de transport parisiens. Or, la façon la plus usitée encore aujourd'hui pour venir à Paris, je m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas dit « rien ne sert de courir, il faut partir à point », chers collègues, mais c'est l'automobile. C'est l'automobile. Il faut qu'on puisse trouver des solutions entre la province et Paris pour que l'automobile puisse se stationner et utiliser effectivement les moyens de transport. Alors, qu'en est-il exactement d'éventuels parkings relais qui avaient déjà été cités dans les différentes auditions que nous avions eues? Où en est-on? Et est-ce que les autoroutes qui pourraient desservir ces parkings ont déjà été réfléchies avec des moyens d'arrivée, des moyens de départ qui éviteraient évidemment les bouchons parisiens? Merci. Jean-Louis Bricout. Jean-Louis. Merci, Monsieur le Président. Moi, mon intervention va être très courte. Simplement, on a parlé, d'abord, je vais soutenir les propos de Jacques en matière d'interconnexion des réseaux pour l'Aisne et la Picardie. Deuxièmement, on a parlé de beaucoup de choses, d'intermodalité, d'enjeux économiques, d'enjeux environnementaux. Je n'ai pas entendu beaucoup parler de l'accessibilité. Quel est votre engagement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite pour vos infrastructures? Et puisque vous avez parlé du numérique, est-ce que vous avez compté développer, peut-être avec des partenaires d'ailleurs, pour développer des outils numériques pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent accéder d'un point A à un point B sans qu'il y ait une rupture dans leur trajet au niveau de l'accessibilité? Je vous remercie. Merci. Guillaume Chevrelier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le projet du Grand Paris, qui est un projet de la précédente majorité, il est bon de le rappeler, est un projet très, très ambitieux. Vous en avez développé les grandes lignes, un projet avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'innovation, avec des prouesses technologiques. Donc ça, c'est très bien, tout le monde peut que s'en féliciter.
Et pour l'élu d'un territoire rural que je suis, je voudrais profiter de cette commission pour exprimer un peu le sentiment de bon nombre de nos concitoyens qui ne sont pas dans le Grand Paris, qui voient que c'est un projet avec des sommes pharaoniques, enfin les sommes qui évoluent, les délais qui sont décalés. Mais sur les sommes, c'est 30 milliards pour le grand métro souterrain. Et moi, je les mettrais en parallèle avec les baisses de dotation qui sont quasiment équivalentes pour les territoires ruraux qui vont se trouver en difficulté financière avec les hausses de charges et puis avec ces baisses de dotation. Donc je voulais simplement, à l'occasion de cette commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, exprimer ces réflexions. Merci. Merci. Gilles Savary. Merci, Monsieur le Président, de la clarté de votre exposé. Je voudrais vous poser quelques questions. La première, d'abord, qui tient à la gouvernance future de ce réseau. Pardon. Qui tient à la gouvernance future de ce réseau. Jusqu'à présent, nous avions la SNCF, avec SNCF Réseau, gestionnaire d'infrastructures, la RATP et comme grand donneur d'ordre et grand chef d'orchestre, le STIF. Nous avons maintenant la Société du Grand Paris, qui va donc construire un réseau tout à fait impressionnant, très important. Et je voudrais savoir comment il va être exploité, qui fixera les redevances, qui en sera propriétaire, est-ce que vous le rétrocédez au STIF ou pas, est-ce que vous ne risquez pas, ou du moins comment s'articulent aujourd'hui d'ailleurs les programmes entre, par exemple, la rénovation des chemins de fer de l'Île-de-France, très durement dégradés ou très obsolètes, qui nécessitent une mobilisation financière tout à fait considérable et qui incombe évidemment à SNCF Réseau. Qu'est-ce qui se passe du plan de mobilisation et comment vous articulez avec le plan de mobilisation de la région? Et enfin, comment va être gérée l'exploitation de tout ceci? C'est-à-dire qui fixera les redevances et qui sera l'exploitant? Donc voilà, je ne vois pas très clair sur la gouvernance future. Je vois bien le montage aujourd'hui, qui est d'ailleurs assez judicieux parce qu'il permet de capter des financements. Mais je regarde, mon problème, c'est après, comment sera géré tout ceci? Deuxième question, un peu subsidiaire, mais qui est posée en écho de mon collègue Albarello. Je voudrais vraiment savoir comment vous articulez avec Charles de Gaulle Express, puisque si c'est vous qui aurez la responsabilité de désenclaver Orly, pour Charles de Gaulle Express, on semble être sur une planète indépendante. Et donc, je voudrais savoir comment vous en envisagez le phasage. Et puis, très rapidement, est-ce que vous avez un œil subreptice sur ce qui se fait dans la rénovation du réseau de trains de l'Île-de-France aujourd'hui, puisque je pense que quand on parle d'intermodalité, elle joue surtout entre les RER et les métros, même si elle doit prendre en compte maintenant les aéroports, c'est une bonne chose. Il vaudrait mieux que les travaux soient phasés plutôt que 10 juin. Merci. Merci. Yannick Favennec. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire mien les propos de mon collègue mayennais, Guillaume Chevrollier, sur la pauvreté des territoires ruraux face au gigantisme financier d'un tel projet. Cela étant, il est en cours. Et vous avez parlé, Monsieur le Président, de l'équipement numérique de ce projet en très haut débit et en téléphonie mobile. Mais, alors évidemment, on ne peut que s'en réjouir, mais vous n'avez pas donné de calendrier précis. Est-ce que ça se fera au fur et à mesure ou est-ce qu'il faudra attendre la fin de la réalisation du projet? Merci. Merci. Laurent Furth. Laurent. Oui, j'ai toute une série de réflexions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur ce projet, d'abord dire que, à titre personnel, j'ai un sentiment très favorable sur ce dossier qui dépasse les majorités, qui sont des projets de long terme et qui survivent aux alternances et c'est heureux. Cela dit, je suis très favorable à ce dossier. Je me dis quand même qu'on n'a pas mesuré les vrais enjeux de ce dossier. Pourquoi? Vous l'avez dit tout à l'heure, et je me souviens de la dernière réunion, on a évoqué l'idée que ce projet permettrait d'ouvrir à l'urbanisation des surfaces telles que l'on pourra accueillir 1,5 million d'habitants supplémentaires. C'est plus que Lyon, pas la ville de Lyon, la métropole, le Grand Lyon, 1,3 million d'habitants. Et je me pose la question, est-ce qu'à l'échelle nationale, on a clairement réfléchi à la stratégie de développement, à ce que cela induit, car nous sommes là dans un projet de dimension
nationale. Alors je suis favorable à ce dossier parce que Paris est la seule ville française de dimension mondiale. Cela est particulièrement clair, mais il y a quand même des incidences sur l'ensemble de la nation et sur le devenir de la nation pour lequel on n'a pas discuté. 1,5 million d'euros, 1,5 million d'habitants, c'est absolument considérable. Deuxième question, nous voyons bien, moi j'ai discuté avec des concitoyens qui se posent des questions, qui ont des critiques à formuler sur la sécurité des trains de banlieue, sur la sécurité de certains RER à certaines heures. Et donc, moi, je vous pose simplement la question. Développer des réseaux, c'est bien, mais ils ne seront utilisés que si les gens se sentent en sécurité et confortablement à bord de ces véhicules. Quelle est votre réflexion quant à la sécurité future de ce très grand réseau? Troisième question, le financement. Nous sommes aujourd'hui à une période où les taux d'intérêt sont particulièrement faibles. C'est un projet de long terme. Je suis incapable de vous dire si dans 2 ans, dans 3 ans, les taux d'intérêt resteront aussi faibles qu'aujourd'hui. Quelle est la sensibilité à la variation des taux d'intérêt de ce projet? C'est une vraie question, parce que c'est une question qui se pose à toute la nation. 3 points sur les taux réels, le budget de l'État devient quasiment impossible à équilibrer. Ces 3 questions me semblent relativement importantes. J'en aurai d'autres, mais mon temps est écoulé et je ne voudrais pas que le président me sanctionne. Quand même. Quand même. Je n'ai sanctionné personne jusqu'à maintenant. Et ça durera. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Sophie Roffrich. Sophie. Merci, Monsieur le Président. À l'instar de nombreux autres collègues, je voudrais moi aussi m'interroger à la fois sur votre gouvernance et la capacité de mêler tous les aspects qui frontent cette métropole du Grand Paris, la capitale monde que vous souhaitez voir naître d'ici 2025. Donc l'économie, le transport, vous l'avez fort bien présenté, mais il ne faudrait pas qu'on dérape sur exclusivement gestion et exclusivement transport. Donc il y a économie, transport, social, logement, tout est mêlé. Et comme l'ont dit de nombreux collègues, et si ça revient aussi souvent, c'est que la question n'est pas encore traitée, comment allez-vous organiser le dialogue entre les grandes métropoles qui voient le jour, puisque ça a été une volonté d'organiser désormais notre pays en grands pôles métropolitains et territoires ruraux qui devront se chercher et j'espère se trouver. Comment allez-vous organiser le dialogue entre le Grand Paris et les autres métropoles? Grand Paris sera-t-il la tête de pont et des métropoles thématiques avec un développement économique particulier sur chacun de leurs territoires? Est-ce que ça s'est prévu? Est-ce que il y a déjà eu une ébauche? Parce que c'est ça qui fera la chance de notre pays. C'est de ça que nous pourrons tirer une croissance et un développement économique, parce que c'est ce qu'il me semble que nous devons attendre de ce projet. Merci. Peut-être compléter un peu les questions. Ce que disait Laurent Furs concernant l'aménagement du territoire, effectivement, ce projet impacte donc l'aménagement national et effectivement, avons-nous complètement réfléchi à l'aménagement du territoire que nous souhaitions porter. Je voudrais revenir sur une des dimensions donc, de ce projet, qui est la dimension construction de logements, et c'est lié à l'augmentation de la population, donc évoqué Laurent Furs il y a quelques instants. D'après les chiffres qui nous ont été communiqués, l'objectif c'est de construire 70 000 logements par an. Alors, des logements qui pourront être construits par la société, si j'ai bien compris, SGP, puisque la société du Grand Paris sera propriétaire donc de son propre foncier. Mais il y aura aussi les projets qui seront portés par les collectivités territoriales. Et dans le cadre des contrats de développement territorial, je crois 22 à ce jour ont été engagés, il est prévu de fixer des objectifs de construction de logements. Comment les choses se présentent-elles entre donc ce qui est prévu dans le cadre des CDT et ce qui est prévu aussi en tant que promoteur par la Société du Grand Paris? Est-ce que cet objectif de 70 000 logements sera atteint et dans quelles conditions? Donc je voulais compléter un petit peu les questions qui ont été posées. Monsieur le Président du Directoire, je vais vous passer la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, s'agissant des questions relatives au délai, nous pensons, après avoir réalisé les études d'avant-projet de la ligne 15 Sud, qu'il faut 9 ans entre le début des études et la livraison de ces lignes.
C'est notre estimation aujourd'hui, qui paraît un délai raisonnable pour ces projets, évidemment forcément très complexes quand ils se situent dans une agglomération dense, donc déjà urbanisée. Donc c'est notre estimation aujourd'hui, ce qui fait que le calendrier tel qu'il a été annoncé nous paraît tenable. Nous avons rectifié la date parce que un devoir de sincérité vis-à-vis des Franciliens sur la ligne 15 Sud, puisqu'il avait été annoncé à l'horizon 2020, ce n'était pas raisonnable. Je pense qu'il faut se méfier, de toute façon, de ces sujets d'annonce sur les calendriers. Il faut, je pense, n'en faire un combat ni théologique ni politique. Une fois que le tunnelier, je dirais, est en route, il creuse à son rythme et guère plus vite. Donc, une fois qu'on a passé toutes les procédures et que le tunnelier commence à creuser, on a une idée du calendrier réel. Donc, c'est pour ça que nous avons dit fin 2022 pour la ligne 15 Sud, qui paraît raisonnable. Et donc, par définition, à peu près le même temps pour les autres lignes, soit environ 9 ans. Ça nous paraît... Alors, ça ne veut pas dire qu'on attend tranquillement, pour répondre à M. Bachelet. On travaille en ce moment de manière très, très, je dirais, suivie, soutenue sur l'optimisation du projet. À la fois sur l'optimisation des coûts, pour essayer évidemment de les contraindre le plus possible, et puis sur les délais. À cet égard, nous travaillons à la fois sur la ligne 15 Sud et sur la ligne 16, c'est là où les études sont le plus avancées, sur la cinématique des tunneliers. Nous sommes en train de regarder notamment si en ajoutant des tunneliers à certains endroits, on pourrait gagner du temps. Et puis il y a une autre optimisation sur laquelle nous travaillons beaucoup en ce moment, qui nous est inspirée au fond par l'histoire des lignes à grande vitesse. Sur les lignes à grande vitesse, on voit bien qu'il y a un de temps considérable entre les délais de construction des premières lignes TGV et les LGV d'aujourd'hui. Et notamment parce que les techniques se sont améliorées nous pensons qu'il est possible d'avoir le même gain sur la construction de lignes de métro, notamment en rapprochant davantage la construction des tunnels, des travaux de génie civil, là où les entreprises de BTP interviennent, et la suite des travaux, c'est-à-dire la pose des rails et des équipements automatiques, des systèmes qui font marcher le métro ensuite. Aujourd'hui, ça se fait de manière consécutive. On finit d'abord les travaux de génie civil et ensuite on commence simplement ensuite. On pense qu'on pourrait phaser bien davantage ces travaux-là, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Donc on travaille avec nos maîtres d'ouvrage, nos maîtres d'œuvre en ce moment sur ce sujet et nous espérons que les grandes entreprises françaises qui vont intervenir dans les prochains mois, c'est un chiffre que je n'ai pas donné, mais il est important à avoir en tête compte tenu de la conjoncture du BTP dans notre pays. Nous pensons que fin 2016, nous aurons attribué pour 3 milliards d'euros de marché de génie civil. Évidemment, dans la conjoncture actuelle et pour les entreprises, une nouvelle importante. Donc nous allons essayer d'optimiser les méthodes de construction du métro pour gagner du temps et être ainsi au rendez-vous, comme vous l'avez souligné les uns et les autres, les deux rendez-vous majeurs que sont les JO en 2024 et l'Expo universelle de 2025. S'agissant des financements, je rappelle toujours, parce que c'est important, que les financements de cette infrastructure ne sont que franciliens. Il n'y a pas un euro du budget de la nation injecté dans ce chantier. Et qu'à l'inverse, on sait aujourd'hui, toutes les études économiques le montrent, que la région Île-de-France produit 30% du PIB, mais n'en consomme que 22%. Que tous les effets, les mécanismes de redistribution privés et publics font qu'une partie de la richesse produite en Île-de-France est redistribuée en province. Et donc, mécaniquement, toute augmentation demain de la richesse en Île-de-France bénéficiera au pays tout entier. Je rappelle notamment que le Parlement a décidé d'affecter des ressources franciliennes et uniquement francilienne à ce projet, 500 millions d'euros par an, constitués de la taxe sur les bureaux que payent les propriétaires de bureaux en Île-de-France, de la taxe spéciale d'équipement que payent les contribuables franciliens et de l'imposition sur les matériels de transport de la RATP. Donc ce sont uniquement des ressources franciliennes. À ces 500 millions viendront s'ajouter, pour répondre à une question de M. Savary, environ 200 millions
redevance d'exploitation du réseau. Alors le chiffre n'est pas définitivement fixé, il a été estimé à environ 0,8% du coût du réseau, mais c'est raisonnablement ce qu'on peut espérer, plus une somme encore à préciser de recettes commerciales propres à la Société du Grand Paris par la location de commerce et les recettes publicitaires qui devraient se situer autour de 60 millions d'euros par an. Donc uniquement des ressources franciliennes pour ce projet. Et c'est évidemment le fait que ces ressources échappent aux aléas budgétaires qui font que le modèle financier de la société est évidemment solide, puisque la certitude de toucher ces recettes dans l'avenir permet évidemment d'emprunter à très long terme. Alors, je dois dire par rapport à évidemment la question qui était évoquée fort juste évidemment sur l'évolution des taux d'intérêt, que le modèle financier de la société a établi sur des taux autour de 5%. Actuellement, les premiers emprunts, nous allons les négocier pour 40 ans. Donc c'est évidemment uniquement à travers des institutions publiques aujourd'hui, comme la Caisse des dépôts ou la BEI, qu'on peut envisager des emprunts de cette durée, puisque les marchés obligataires vont rarement au-delà de 20 ans. Donc ces emprunts de 40 ans, on va les négocier, pour ce qui concerne la Caisse des dépôts, à environ 1,50% aujourd'hui. C'est le livret A plus la marge que prend la Caisse des dépôts. Et pour la Banque européenne d'investissement, ce sont des taux fixes que nous prête la BEI. Et aujourd'hui, si on les tirait aujourd'hui, ce serait 1,85%. Alors bien sûr, on a fait des projections, comme font toutes les, sur l'évolution de ces taux moyens. Pour la Caisse des dépôts, comme pour la BEI d'ailleurs, on arrive à des taux autour de 3,5%. Pour les consolider sur 40 ans, c'est à peu près les projections qui sont données, notamment aux organismes HLM, pour faire leur plan de financement aujourd'hui. Donc on a une jolie marge pour l'instant par rapport au plan de financement de la société. Donc je pense que on est, je pense, sur un niveau raisonnable aujourd'hui. Bien sûr, ce que je voudrais aussi souligner, c'est si nous avions besoin aujourd'hui de faire appel au marché de capitaux, tous les contacts que nous avons pu avoir, notamment au niveau international, font qu'on aurait de quoi très largement couvrir les besoins de la société, parce que c'est un projet extrêmement solide qui intéresse les investisseurs internationaux. S'agissant des questions autour de l'urbanisation, il faut bien distinguer effectivement le foncier propre à la Société du Grand Paris, sur laquelle nous allons mener des opérations, toujours en accord avec les maires. C'est la politique que nous avons définie. Toutes les opérations de construction de logements se font en accord avec les maires. C'est le cas des trois premières que je vous ai citées, à Créteil, à Bagneux et à Issy-les-Moulineaux. Donc, avec des programmes pour les trois premiers qui sont des programmes mixtes, qui comportent des logements de toutes catégories, ainsi que des commerces, des équipements publics, comme à Créteil une crèche, et des locaux d'activité. Donc cela se fera en accord avec les collectivités locales. Et puis il y a le périmètre plus large que j'évoquais de 800 mètres. C'est le périmètre de référence qu'on prend, c'est la distance raisonnable pour venir à pied à la gare du Grand Paris Express. Là, évidemment, il s'agit d'un chiffre de potentiel de mutation. Il sera très variable selon les gares. Il y a des gares, bien sûr, qui vont être implantées dans des territoires où déjà sont prévues des zones d'activité. Où vont se construire des programmes de logement importants. Et puis, il y a d'autres territoires que les collectivités locales, à partir de la réalisation de la gare, vont vouloir transformer progressivement, en y accueillant notamment un habitat diversifié. Donc, la Société du Grand Paris interviendra sur son propre foncier, ou juste aux aménagements autour des gares, en accord avec les maires. Ainsi que le maire de Créteil ou le maire de Cachan, par exemple, ont donné leur accord pour que nous aménagions le quartier de gare. Et puis, il y a en Ile-de-France beaucoup d'intervenants, des sociétés d'économie mixte, des établissements publics d'aménagement qui, bien entendu, joueront tout leur rôle, notamment le nouvel établissement Grand Paris Aménagement, pour l'aménagement des quartiers de gare. Alors, Monsieur Albarello m'a interrogé également sur la question de la géothermie dans le Gard. Donc, je l'ai évoqué. Nous avons effectivement conclu un accord avec le groupement de recherche Efficacity. Et c'est dans le cadre de cet accord de recherche qu'ont été identifiées les 5 gares de la ligne 15 Sud, où nous savons d'ores et déjà que nous pourrons mettre en place des installations permettant
de produire de la géothermie sur ces lignes 15. Et nous allons poursuivre les travaux avec Efficacity. Un bilan sera d'ailleurs présenté à l'occasion d'une journée consacrée au développement du projet que nous tenons en novembre prochain. Alors, je pourrais vous donner, bien sûr, le nom des gares concernées. S'agissant des interconnexions, et notamment c'était évoqué par rapport au département voisin de l'Île-de-France, c'est pour nous un sujet tout à fait majeur. Nous allons le traiter évidemment ligne par ligne. C'est déjà le cas pour la ligne 15 Sud, puisque nous avons passé des accords avec la RATP et RFF pour l'ensemble des gares de cette ligne. Et ces travaux sont financés soit par la Société du Grand Paris directement, soit, comme je l'ai indiqué, dans le cadre du contrat de plan État-région. Nous allons poursuivre ce travail. Notre idée, c'est que tous les utilisateurs des Transiliens, y compris ceux qui habitent dans les départements voisins, je pense évidemment pour les départements de Picardie, Olia, H et D, on va travailler bien entendu sur le point de connexion avec le nouveau réseau. Si je prends l'exemple de la ligne K par exemple, nous sommes en train de réfléchir à la station, la gare à retenir la plus efficace pour assurer cette interconnexion, soit le Bourget, soit Saint-Denis, Stade de France pour cette ligne. Et donc, pour chacune des lignes qu'empruntent les habitants des départements voisins d'Île-de-France et évidemment les habitants de la Grande Couronne, nous allons travailler à cette interconnexion. La question également du rabattement des automobiles a été évoquée. Bien entendu, la politique que nous avons choisie est d'éviter d'augmenter la circulation automobile quand on est très près du cœur de l'agglomération. Ce serait évidemment contraire à l'intérêt même de créer ce réseau métropolitain, mais par contre, d'assurer ce rabattement sur les extrémités du réseau. Je pense évidemment demain au Ménil-Amelot, mais c'est vrai aussi à Noisy-le-Grand ou à Saint-Quentin, en Yvelines bien entendu. Donc favoriser évidemment le rabattement pour les personnes qui circulent dans l'automobile sur les extrémités de notre réseau. Donc à chaque fois, en accord avec les collectivités locales et le syndicat des transports d'Île-de-France, nous prévoyons la création de places de parking. Je signale aussi que pour la première fois, dans le contrat de plan État-région Île-de-France qui vient d'être signé, plus de 60 millions d'euros ont été dégagés pour réaliser des travaux sur les autoroutes et les voies rapides afin de permettre la circulation de bus express, qui est évidemment également très important puisque vous le savez déjà, la société Vinci, par exemple, a expérimenté sur l'autoroute de l'Ouest ce système en mettant en place un parc relais sur l'autoroute qui permet aux personnes de laisser leur voiture et ensuite de prendre un bus express qui rejoint en l'occurrence Massy-Palaiseau. Et je pense que c'est un système, d'ailleurs la société Keolis notamment y pense, un système qui pourrait être développé autour de la région parisienne, et je pense notamment à notre ligne 17, c'est également un moyen aussi de combiner l'utilisation de l'automobile et ensuite, pour venir au cœur de la métropole, des autobus express. La question de l'accessibilité a également été abordée. Bien entendu, ce réseau sera entièrement accessible aux personnes handicapées, contrairement au réseau historique, qui ne peut pas être modifié partout, compte tenu de sa configuration. Mais par contre, évidemment, le réseau nouveau sera entièrement accessible aux personnes handicapées. Nous travaillons évidemment très étroitement avec les associations. Nous avons d'ailleurs tenu un séminaire avec l'ensemble des associations de tous les handicaps sur ce thème, en essayant d'apporter des innovations. On parlait tout à l'heure des innovations qui peuvent être apportées par le numérique. Bien sûr, on y travaille et on suit cela extrêmement régulièrement pour évidemment offrir le maximum de confort aux personnes souffrant d'un handicap. S'agissant de la gouvernance du réseau, donc je rappelle que la loi a prévu que le réseau, une fois construit, est confié pour son entretien à la RATP, qui est garante de par la loi de la sécurité du réseau francilien dans son ensemble, et l'exploitation sera assurée par des sociétés qui, pour la première fois dans l'histoire du métro, devront faire
l'objet d'un appel à concurrence, et c'est le syndicat des transports d'Île-de-France qui aura la charge de désigner les exploitants après mise en concurrence, à l'exception de la ligne 14, qui échappe à cette mise en concurrence, puisqu'il s'agit d'un prolongement d'une ligne déjà exploitée par la RATP. Donc la RATP continuera à assurer l'exploitation de l'ensemble de la ligne 14. Alors, il était évoqué également évidemment, la combinaison de la création de ce nouveau métro avec la modernisation du réseau existant. Je l'ai dit tout à l'heure, la Société du Grand Paris participera à hauteur de 2,450 milliards à la modernisation du réseau existant, ce qui évidemment a un effort important, qui résulte de l'accord qui avait été conclu en 2013, d'abord en 2011 par Maurice Leroy et ensuite en 2013 par Jean-Marc Ayrault, pour assurer cette participation de la Société du Grand Paris au plan de mobilisation région, qui lui va être doté d'un montant de crédit un peu record, quand même, puisqu'on va avoir plus de 7 milliards d'euros consacrés à la modernisation du réseau existant, ce qui est quand même un effort tout à fait considérable qui était nécessaire, notamment, vous le savez, pour les RER. S'agissant du très haut débit dans le métro, bien entendu, ça se fera à fur et à mesure de la livraison des lignes. Les 200 km du réseau seront équipés de fibres à très haut débit, qui permettra, grâce à des installations qui restent encore à définir, parce que on pourrait penser qu'aujourd'hui c'est assez simple de doter un métro de la téléphonie mobile et de l'Internet partout, dans les gares comme dans les trains, mais ce n'est pas en fait si évident que ça. D'ailleurs, ça n'existe pratiquement pas aujourd'hui au niveau international, mis à part pour une partie le métro de Séoul, mais même des métros très modernes comme Hong Kong, Singapour ou Tokyo n'en bénéficient pas. Donc il y a un vrai travail technique encore à faire pour s'assurer de cette couverture totale qui se fera, comme je viens de le dire, à fur et à mesure. La question de la sécurité aussi du réseau a été soulevée. Bien entendu, on travaille depuis le début avec le préfet de police qui a été nommé coordonnateur de l'ensemble des aspects sécurité du métro, à la fois la sécurité civile, et en particulier le traitement du risque inondation, et des aspects sécurité publique. Et on s'achemine vers un modèle très voisin de celui mis en place avec la RATP, où, vous savez, au quotidien, il y a des relations extrêmement serrées entre la préfecture de police et la RATP. Et les exploitants futurs, que ce soit la RATP ou d'autres, auront l'obligation de se conformer au cahier des charges qui existe entre la préfecture de police, la RATP, comme avec d'ailleurs la SNCF. Tout cela, évidemment, est regardé de très près. Et puis, bien entendu, l'ensemble du réseau bénéficiera d'une vidéosurveillance des gares comme les trains. Je crois avoir abordé à peu près l'ensemble des questions qui étaient posées, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc nous n'avons pas à voter, donc nous vous souhaitons bien entendu plein succès dans ces fonctions qui vont se poursuivre à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci.